Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par Schema et Lumni ce midi. Aujourd'hui, c'est Linda Diguet que vous voyez à l'écran qui va intervenir pour vous pendant 1 h 15, un petit peu moins certainement d'ailleurs, sur une thématique qui nous tient à cœur, comment transformer l'échec de manière positive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions du tableau de bord que vous avez sur GoToWebinar. Deux petites informations. Ce webinaire est entièrement enregistré, donc vous recevrez prochainement le lien vers la vidéo YouTube vous permettant de revoir l'intégralité du webinaire. Et d'autre part, vous avez la possibilité, donc à l'issue de ce webinaire, bien sûr, de revenir vers nous, vers Schema Alumni, si vous souhaitez avoir plus d'informations, notamment dans le cadre des accompagnements individuels. Je vous souhaite un excellent webinaire. Linda, à toi la parole et à très bientôt. Merci. Donc bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire sur l'échec. Merci d'y participer. Donc comme le disait Mej, on va être ensemble pendant à peu près 1 heure, entre 1 heure et 1 h 15. Et c'est vrai que l'échec, c'est un sujet qui est assez à la mode et tendance en ce moment, mais encore faut-il savoir ce que c'est. Donc ça va être tout l'enjeu de ce webinaire, d'échanger ensemble sur l'échec. Et notamment, donc là, vous pouvez le voir sur le PowerPoint. J'essaye de passer au slide suivant. Super. Donc, premier objectif, c'est de définir une meilleure compréhension de l'échec et notamment à l'appui des différentes situations qui ont été vécues par d'autres personnes. Donc, vous verrez, on fera un petit passage aussi par de la philo ou encore de la psychologie qui vont nous éclairer sur ce qu'est l'échec. Et aussi, tous ces éléments vont permettre de mieux le comprendre et du coup de mieux l'accepter. L'autre objectif, et non des moindres, c'est d'apprendre à en tirer parti à votre manière. Donc, vous allez voir là aussi que sur cette présentation, l'idée, c'est de vous présenter un certain nombre de moyens d'analyser un échec et du coup de s'en servir et de le transformer de manière positive. Mais là encore, ce seront différents moyens et ce sera à vous de les tester à votre niveau, de voir ce qui vous correspond le plus et de vous faire un petit peu votre mallette d'outils pour en tirer profit. Donc voilà les objectifs de cet atelier aujourd'hui. Alors, donc première question, qu'est-ce que l'échec? Grande question. Et là justement, ça va être à vous de jouer. La question, je vous la pose. Donc, qu'est-ce que l'échec pour vous? Lorsque vous entendez le mot échec, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Et donc, par rapport à ça, je vais vous proposer en fait 5 minutes pour lister de manière spontanée tous les mots qui vous viennent et ensuite de les analyser. Donc, par rapport à ça, à la limite, là, je vais peut-être pas laisser défiler 5 minutes, parce que vous êtes nombreux à aller revoir cette vidéo en ligne. Donc, sachez en tout cas que maintenant, il faudrait faire pause et faire cet exercice. Donc, sur 5 minutes, voilà, de manière spontanée, vous notez tous les mots qui vous viennent à l'esprit. Alors, une fois cet exercice fait, c'est intéressant de relire tous les mots que vous avez notés. Il y en a certains qui vont vous parler, d'autres peut-être qui vont même vous surprendre. Et justement, en fait, cet exercice, il a été fait avec un certain nombre de personnes. Donc, vous voyez là à l'écran les différents mots qui s'affichent. Et en fait, ce sont des mots dont la taille est proportionnelle au nombre de fois où ils sont apparus. Donc, on voit sur un échantillon donc, de personnes assez significatif. Donc, on voit par exemple le mot opportunité, le mot aussi remise en question, le mot déception aussi, qui est sur votre gauche. Donc, on a un certain nombre de mots qui apparaissent. Et ce qui est intéressant, en fait, par rapport à ces associations d'idées, c'est que ces mots sont en fait en lien avec des émotions. Donc, on retrouve notamment les 6 émotions dites principales que sont, alors il y a la joie, donc elle est quand même là assez minoritaire par rapport aux mots qui viennent en lien avec l'échec. On a aussi la peur, donc est-ce que j'y vais pas? C'est une crainte qui est assez forte par rapport à l'échec puisque ça implique
par ailleurs de faire certains changements, d'opérer certains changements. Donc c'est une émotion qui apparaît aussi à travers ces mots, mais qui n'est pas forcément nommée en tant que telle. Après, on a d'autres émotions parmi ces six, notamment la colère, donc vous voyez qui s'affiche en bas à gauche, qui a été vraiment citée, donc de manière à part entière dans les mots qui sont revenus. On a aussi le mot tristesse, donc une autre émotion qui est revenue quand on parle de l'échec. Et dans les 6 émotions, donc là on en a cité 4, il en reste 2, on a la surprise, donc qui là aussi peut être sous-entendu par rapport aux mots qui apparaissent, puisqu'on a la notion d'enseignement, d'apprentissage, de transformation. Et puis aussi, comme autre émotion qui est plutôt négative, ça va être, donc, et la dernière, la 6e, ça va être le dégoût. Donc là, ça va plutôt être en lien avec les différents mots qu'on peut trouver ici, qui sont des jugements ou des critiques qu'on peut se faire à soi-même. Donc par exemple, on voit le mot nul, on voit le nom lâcheté, loser, enfin des mots qui apparaissent sur cette liste qui sont assez forts et qui du coup sont aussi des mots qui peuvent apparaître quand on parle de l'échec. Et justement, par rapport à ça, je ne sais pas si vous connaissez les études PISA. En fait, c'est des études qui sont menées dans les pays de l'OCDE et qui ont pour objectif de mesurer les performances éducatives. Et il s'avère que les Français, dès leur jeune éducation, ont cette particularité d'avoir vraiment une peur de l'échec, de l'erreur, qui est considérée comme un manquement impardonnable. Et donc, en l'occurrence, par exemple, au niveau d'un QCM, les Français qui ont quand même des résultats qui sont supérieurs à la moyenne parce qu'ils ont un niveau de connaissance élevé, vont préférer ne pas répondre à une question plutôt que d'avoir une mauvaise réponse sur un QCM par rapport à d'autres enfants de leur âge dans d'autres pays donc de l'OCDE. Donc on voit bien que l'échec, c'est un sujet qui est assez fort et peut-être même qui est abordé d'une certaine manière dès l'éducation avec cette peur de l'erreur ou le fait que ça se transforme en un drame si on n'a pas la mauvaise réponse ou si on fait mal les choses. Donc ça amène à se poser quelques questions. Alors, ensuite, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le mot échec? Donc, qu'est-ce que l'échec? Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser en fait à l'étymologie du mot, parce que souvent on en apprend beaucoup. Et là, on va voir qu'en fonction des origines du mot échec, ça n'a pas du tout la même signification. Et là encore, c'est autant d'axes de réflexion pour vous et vous en faire une idée plus précise, mieux matérialiser le mot, ce qu'il implique, et peut-être vous défaire des idées reçues de l'échec. Donc, je dirais que la première, qu'on a tous, on connaît tous l'expression échec et maths. Donc, c'est une expression qui vient de l'arabe et qu'on retrouve donc dans le fameux jeu d'échecs. Et littéralement, ça signifie le roi est mort. Donc, par rapport au jeu, pour celles et ceux qui y jouent, ça implique qu'on va faire tomber la reine ou le roi, et donc la pièce tombe dans le jeu et ça s'arrête là. Donc là, on voit que cette notion de mort, c'est quand même une connotation très négative et c'est majoritairement ce qui ressort quand on parle de l'échec. Par contre, ce mot-là, échec, il pourrait aussi venir du persan. Et donc là, dans ces cas-là, ça voudrait dire le roi est étonné. Donc on voit que c'est déjà autre chose. On parle d'étonnement, d'émerveillement. Et j'ai envie de vous dire, retenez-le un petit moment parce qu'on reviendra dessus plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà un autre axe. On passe quand même de la mort à l'étonnement, l'émerveillement. Donc, on voit bien que ça a une autre connotation et on peut se dire, tiens, ça peut nous apprendre des choses. Et là encore, on peut peut-être le transformer de manière positive dans notre parcours de vie. Et enfin, donc la troisième signification du mot échec, qui dépendrait du vieux français. Donc là, c'est un terme qui serait apparu au XIe siècle et qui désigne le mot butin. Et là, pour le coup, le butin, c'est quelque chose de très positif qu'on associe à une victoire.
puisque ça va être des richesses qui sont prises sur l'ennemi par rapport à une guerre, ça va être des recherches qui ont été fructueuses et donc des trouvailles. C'est un terme qu'on retrouve pas mal dans la recherche scientifique notamment, ou sinon donc la récolte qui est faite par les abeilles ou les fourmis. Donc dans tous les cas, on voit bien que là, c'est quelque chose de positif. Ça nous apporte quelque chose, il va y avoir un gain, un apprentissage, un enseignement, et c'est les fameux mots qu'on retrouvait dans les associations d'idées. Donc vous voyez que voilà, par rapport à ce mot-là, on a 3 origines possibles et du coup, 3 orientations possibles. Et en fait, on gagne, j'ai envie de dire, en connotation, on passe d'une connotation marquée très négative à quelque chose de plus en plus positif et d'ouvert. Donc justement, ça nous amène à la deuxième question, que nous apprend l'échec sur nous-mêmes? Donc par rapport à ça, je vais vous présenter en fait le parcours de plusieurs personnalités et avec vous en déduire qu'est-ce que a pu leur apporter l'échec à ces différentes personnes. Et comme je vous le disais, on fera aussi un détour par des décryptages, donc soit par la psychologie, soit par la philosophie, qui seront aussi autant d'éléments pour nous éclairer sur cette thématique. Alors, donc, que nous apprend l'échec sur nous-mêmes? Tout d'abord, en fait, ce serait donc une confrontation à la réalité. Parce que vous connaissez certainement cette expression, puis on l'utilise tous, quand on dit que ça va bien, des fois on a du mal à réaliser ce qui se passe, il y a un peu cette idée de flottaison, et puis par contre, quand on parle d'échec, là tout de suite, il y a cette confrontation au réel, au terrain, et ça peut être cette image de je me prends un mur ou je me prends une gifle, qui peuvent être aussi des mots qu'on utilise ou des expressions imagées pour symboliser l'échec. Et là, justement, je vous ai mis un extrait du maître tibétain Trungpa Rinpoché qui, lui, compare l'échec à une vague. Et ce qu'il dit, c'est vraiment comme quand vous entrez dans l'océan. Alors, je reprends mes notes, parce qu'en fait, comme j'ai en même temps l'écran à droite, je ne lis pas super bien les PowerPoint, donc je vais vous la lire, pas vous dire de bêtises. Donc il nous dit que l'échec, c'est vraiment quand vous entrez dans l'océan et qu'une grosse vague déferle sur vous et vous fait tomber à la renverse. Vous vous retrouvez à plat ventre au fond de l'eau, du sable plein la bouche et les narines. Donc lui compare l'échec à cette grosse vague qui vous arrive, déferle sur vous et là, vous tombez à la renverse. Et après, vous avez cette possibilité de vous relever et de justement d'en tirer parti. Et ça va faire l'objet de la suite de notre présentation. Donc en fait, par rapport à ça, il y a vraiment ce constat de ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et c'est là où on va commencer à se poser des questions. Parce que j'imagine que si vous êtes dans votre voiture, tout fonctionne super bien, la route est belle, il y a un super soleil, aucun souci. C'est pas à ce moment-là que vous allez vous dire je vais me garer sur le bas-côté, je vais regarder comment marche mon moteur ou je vais peut-être me faire un petit test et changer ma roue pour être sûr que je sais bien changer une roue. Généralement, c'est une fois qu'on est en panne ou qu'on a un pneu crevé qu'on commence à se poser ce genre de questions. Donc l'échec, ça va être exactement la même chose. C'est partir de ce constat de ça ne marche pas et commencer à se questionner, à réfléchir pour essayer d'avoir un début de compréhension de la situation et de pourquoi ça ne marche pas. Et on retrouve aussi cette question, ce questionnement, et c'est aussi ça qui fait avancer. Il y a pas mal d'exemples, donc que ce soit par exemple au niveau du corps humain, les scientifiques ont par exemple trouvé un certain nombre de réponses à des questions en se basant sur des dysfonctionnements. Donc typiquement, des cas de diabète, ça a permis de se poser la question de se dire comment le sucre circule au niveau du corps, quel est le système de régulation que l'on a pour gérer la quantité donc, au niveau de l'organisme. Donc ça, c'est des questions qui ont pu être abordées et auxquelles les chercheurs ont pu répondre en se retrouvant confrontés à un dysfonctionnement. Et donc c'est pareil, je vous donnais l'exemple de la voiture, donc là c'est plus des sciences mécaniques, mais c'est le même principe. C'est il y a un problème ou il y a eu un accident, typiquement les crashs aériens, où il y a systématiquement une analyse qui est faite pour en comprendre les causes.
Donc là, on est aussi sur ce type de problématique et de se demander qu'est-ce qui s'est passé et comment je peux améliorer demain cet engin, par exemple, pour m'assurer qu'il n'y aura plus ce genre d'erreur à l'avenir. Donc, majoritairement parlant, il faut qu'il y ait un problème pour qu'on commence à se poser des questions et qu'on cherche des réponses pour s'améliorer et progresser. Et donc justement, par rapport à ça, je vous ai choisi donc 3 personnalités. Peut-être que vous les devinez à travers ces visuels. Et l'idée, ça va être de trouver ensemble quel est le point commun entre ces 3 personnalités. Donc alors sur votre gauche, vous avez une ampoule. Et là, ça va être en fait le parcours de Thomas Edison, dont je vais vous parler. Le deuxième, c'est Lincoln, que vous connaissez tous au moins de nom. Et le troisième, donc c'est un micro qui représente en fait Monique Cerf, donc plus connue sous le nom de Barbara la chanteuse. Donc je vais vous parler de chacun de ces parcours et de ces personnalités, et ensuite on va en déduire ensemble le point commun. Alors, donc le premier, c'est Thomas Edison. Donc vous connaissez, je pense tous plus ou moins. En fait, c'est le fondateur de General Electric. Faut savoir que sur sa vie, il a déposé à peu près 1000 brevets, donc quand même un foisonnement d'idées et d'inventions. Et ça a été aussi l'inventeur de l'ampoule électrique 12 visuelle. Et en fait, cette année-là, donc c'était l'année 1878, donc l'année de création de cette ampoule, il a travaillé dessus pendant plus d'1 an et il dormait à peu près 4 heures par nuit parce qu'il était obnubilé par ce projet et il voulait absolument créer donc cette ampoule, trouver le moyen de faire fonctionner cet objet. Donc on peut se dire, comment il a tenu 1 an sur ce projet en dormant assez peu, et du coup il a connu un certain nombre d'échecs puisque il a expérimenté beaucoup pour trouver. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais démotivé et au contraire, il voyait dans l'échec quelque chose de positif parce qu'il se disait que c'était justement apprendre de ses erreurs et il voyait le réel comme une matière à interroger, une énigme à questionner. Donc pour lui, c'était quelque chose de contraire très, très motivant. Et donc il a fini par trouver et c'est grâce à lui en partie que l'on doit donc notre électricité. Alors ensuite, deuxième parcours, donc peut-être que vous voyez, vous commencez à voir où je vais en venir. Donc le deuxième, c'est Lincoln, qui a eu un parcours semé d'embûches. Donc là, je vais vous lire un peu 2-3 dates clés, parce que honnêtement, je ne les ai pas toutes en tête. Alors Abraham Lincoln, il a fait faillite à l'âge de 31 ans. Ensuite, il a été battu à des élections législatives à l'âge de 32 ans. Il a fait à nouveau faillite à l'âge de 34 ans. Il a connu un deuil, donc le deuil de la femme avec qui il partageait sa vie à l'âge de 35 ans, donc l'année suivante. Il a fait une dépression l'année encore suivante, donc à 36 ans. Et après, ça a été une succession de pertes d'élections, donc que ce soit des élections locales, des élections au Congrès ou des élections au Sénat. Donc au total, il y en a eu entre 5 et 6. Et finalement, à l'âge de 60 ans, il a été élu président des États-Unis et c'est quand même à lui que l'on doit l'abolition de l'esclavage. Donc c'était un parcours qui n'avait rien de linéaire et il a connu beaucoup de hauts et de bas. Et enfin, donc Monique Cerf, troisième visuel, qui est donc Barbara, que vous connaissez encore, au moins peut-être une chanson ou deux. Donc en fait, elle a toujours voulu être chanteuse et dans les années 50, elle a décidé de tenter sa chance et de partir en Belgique. Donc elle est partie là-bas, ça n'a pas du tout marché. Elle est revenue l'année suivante à Paris, elle a passé un certain nombre d'auditions et en fait, on lui a proposé, notamment dans un cabaret qui était assez célèbre, où il y avait pas mal de célébrités, de personnalités qui se présentaient là-bas, donc notamment des pères, puisqu'ils étaient tous chanteurs ou chanteuses. Et on lui a proposé donc un poste, mais c'était pas du tout d'être sur scène et chanteuse, c'était d'être à la plonge.
Et en fait, elle a accepté ce poste. Elle y est restée à peu près une dizaine d'années et pour elle, ça a été une opportunité de justement découvrir la scène par les coulisses, de mieux comprendre comment ça fonctionnait, de rencontrer aussi ces différentes célébrités et elle est devenue donc Barbara avec les différents tubes qu'on lui connaît. Donc voilà pour ces 3 parcours. Donc je vous laisse peut-être y réfléchir, de voir selon vous les points communs que vous avez pu deviner entre ces 3 personnalités sur des périodes différentes et puis aussi des centres d'intérêt bien distincts. Et donc en fait, le point commun, c'est que pour ces 3 personnalités, l'échec a été un moyen de s'affirmer. En fait, que ce soit Barbara, Thomas Edison ou Abraham Lincoln, pour eux, les échecs qu'ils ont rencontrés leur ont permis d'affirmer un désir et une ambition personnelle. Et là, en fait, par rapport à cette interprétation et cet apprentissage en fait de l'échec, ça rejoint tout à fait un philosophe qui s'appelle Hegel, qui a développé cette idée d'une philosophie dialectique. En fait, pour lui, il y a certaines forces qui, pour se révéler, ont besoin de connaître une opposition. Donc, c'est un petit peu comme l'électricité avec le plus, le moins, pour faire fonctionner un appareil. Ou ça peut être tout bête, vous êtes à une soirée ou même au bureau, vous exposez une idée et en face de vous, quelqu'un va contre-argumenter ou s'opposer à ce que vous venez de dire, ça va d'une certaine manière vous obliger à trouver des arguments et à appuyer en fait votre idée par rapport à cet interlocuteur pour lui donner plus de poids. Ce que vous n'auriez peut-être pas fait si vous n'aviez pas connu cette opposition. Donc, d'une certaine manière, vous affirmez davantage ce que vous avez à dire et ce que vous souhaitez faire passer comme message par rapport à quelqu'un qui, de prime abord, n'est pas forcément, va pas forcément dans le même sens que vous, quoi. Donc, c'est exactement cette idée. Et l'échec pourrait être justement ce moyen de s'affirmer, d'assurer en fait une certaine conviction. Vous aviez envie de faire ça et là justement, ok, vous avez connu telle ou telle difficulté, mais ça va être un moyen pour vous de vous conforter en fait dans cette idée, dans cette voie et et de puiser dans ces ressources et justement d'avoir encore plus la niaque, la volonté, le courage pour aller dans cette direction. Donc l'échec peut être un moyen de s'affirmer. Alors maintenant, autre possibilité, autre piste. Donc là, je vous ai sélectionné 2 autres personnalités que vous reconnaissez. À gauche, j'imagine, vous reconnaissez tous donc Serge Gainsbourg. Et puis sur votre droite, en fait, c'est une photo de voiture avec le H de la marque Honda. Donc en fait ces 2 figures, là encore, j'ai pris des thèmes qui sont très différents, musique et puis du coup plutôt industrie automobile, mais c'est aussi pour vous montrer l'éventail et puis ces convergences quels que soient les différents secteurs. Donc alors Serge Gainsbourg, en fait, c'est quelqu'un à la base qui voulait être peintre. Et pour lui, la musique, c'était plus un moyen de gagner sa vie à côté, mais sa véritable ambition, c'était d'être un peintre figuratif. Sur une période où, en fait, à l'époque, la peinture, c'était plutôt l'abstrait qui fonctionnait. Donc, j'ai envie de dire, double contrainte, quoi. Il était orienté sur quelque chose qui n'était pas du tout tendance ou à la mode à l'époque. Et en fait, il n'arrivait pas à percer en tant que peintre. Et un jour, il s'est dit, mais moi, j'arriverai jamais à gagner ma vie en tant que peintre avant l'âge de 50 ans, donc il va peut-être falloir que j'arrête et que je prenne une autre orientation. Et c'est là où il s'est dit, pourquoi pas la musique, sachant qu'il en faisait à côté, et il s'est investi dans cette activité. Et Serge Gainsbourg, donc on lui connaît quand même un certain nombre de titres et un parcours qui a été plutôt ponctué de succès et puis aussi qui a fait sa marque, sa touche. On reconnaît pas mal dans son style, que ce soit au niveau de la musique ou du choix des paroles.
Donc ça, c'est pour Serge Gainsbourg. Et juste à côté, donc Honda. Alors là, en fait, c'est le parcours qui est un peu moins connu du fondateur d'Honda, qui s'appelle donc Soichiro Honda, qui en fait a été diplômé d'école. Dès qu'il a été diplômé d'une école d'ingénieur, il a passé donc des entretiens puisqu'il cherchait son premier boulot et il a passé son entretien chez Toyota. Et en fait, lui-même aurait du mal à expliquer, mais son entretien s'est pas du tout bien passé. Il a complètement raté. Donc, il a quitté cet entretien déçu. Et par rapport à ça, s'est suivi une période de chômage. Et sur cette période de chômage, il s'est dit, bon, est-ce que je pourrais pas peut-être construire mes propres scooters et les commercialiser? Et de cette idée a germé donc cette aventure entrepreneuriale dans laquelle il s'est lancé. Et au fur et à mesure, donc, il a monté sa structure, son entreprise qui est Honda. Donc, là encore, une entreprise qu'on connaît bien et qui est quand même mondialement reconnue. Donc, par rapport à ces deux parcours, est-ce que vous commencez à entrevoir là aussi quels sont les points communs entre ces deux personnalités? Je vous laisse réfléchir quelques minutes. Le suspense est à son comble et donc du coup, je vous révèle la réponse. L'échec, donc pour ces deux personnalités, c'est un moyen de se réinventer. En fait, chacun a été confronté à un échec et ils ne sont pas restés sur cette situation de se dire je peux perdre ou je peux gagner, il n'y a pas d'autre option possible. Et ça rejoint un peu cette citation, je ne sais pas si vous la connaissez, de Nelson Mandela qui dit je ne perds jamais, ou je gagne ou j'apprends. Et donc là, c'est exactement la même chose, c'est de se dire je m'ouvre sur une autre voie possible. Et je me contente pas de me dire voilà, je m'étais fixée par exemple pour Serge Gainsbourg, c'était la peinture et rien d'autre. Il a eu cette intelligence de se dire à un moment non, là je vais droit dans le mur, ça fonctionne pas, il faut que je trouve autre chose qui soit aussi un sujet qui m'intéresse et dans lequel je puisse m'investir. C'était pas un choix par défaut non plus, hein. Ça correspondait à ses aspirations, mais c'est un moment de se dire il faut que je dépasse les obstacles que je connais aujourd'hui et que je les transforme pour que ça devienne demain une ressource dans laquelle je peux puiser pour faire quelque chose d'autre, dans laquelle je m'épanouirai tout autant. Et Soichiro Honda, c'est pareil par rapport à cet entretien d'embauche raté où en fait ça lui a ouvert une nouvelle voie qui a été la voie de l'entrepreneuriat qu'il n'avait peut-être pas envisagé de manière consciente. Et justement, donc là, c'est un petit décryptage par le fondateur donc, de la psychanalyse qui est Freud, qui peut-être avec du recul dirait que le fait d'avoir raté cet entretien d'embauche pour Soichiro Honda, c'était un acte manqué. Donc peut-être, on ne sait pas. En tout cas, un acte manqué, en fait, c'est quoi? C'est l'idée que c'est raté d'un point de vue conscient, parce que d'un point de vue conscient, c'est pas du tout ce qu'on avait envie de dire ou faire, mais d'un point de vue inconscient, c'est quelque chose de réussi, puisqu'il a réussi à s'exprimer justement notre inconscient. Et justement, en fait, Freud, il est quand même l'un des fondateurs de la psychanalyse, et puis il a aussi beaucoup aidé dans la découverte et l'analyse de la vie psychique, qui explique justement qu'en fait, on est tous, on a en quelque sorte un peu trois zones ou trois voies, en quelque sorte. On a donc notre moi, on a le ça et on a le surmoi. Et en fait, le ça va être toutes les pulsions qui sont refoulées depuis l'enfance, qui ont envie de s'exprimer mais qui n'y arrivent pas forcément. Donc le moi qui est un petit peu pris en sandwich puisque juste au-dessus il y a le surmoi et là ça va être l'idéal social, moral, donc qui va être pas mal orienté avec soit l'éducation qu'on a eue, ce qu'on peut entendre au niveau de la société, notre entourage, des codes ou un certain conformisme à avoir au niveau du travail par exemple ou même les codes de la société dans laquelle on évolue. Et donc là aussi, le surmoi, ça peut être aussi, c'est aussi une part d'inconscient qui essaie de s'exprimer
Et du coup, voilà, on a un peu ces trois acteurs-là qui chacun essaie de s'exprimer à sa manière, et donc ça peut donner lieu à des actes manqués qui, comme ça, apparaissent être des actes ratés, mais au final, ça peut être aussi une manière de s'exprimer, de toucher peut-être au plus près de ce qu'on a réellement envie de faire ou de dire, et aussi ça peut s'avérer être des succès. Et justement, en fait, je vous ai mis juste après trois produits qui sont considérés comme des produits ratés, mais au final, qui sont des produits aujourd'hui assez connus pour être des succès. Et je trouvais ça intéressant de partager ces petites anecdotes avec vous, parce que c'est aussi une manière de voir les choses différemment et voilà, de s'ouvrir sur d'autres choses et de ne pas rester se conforter sur l'échec, c'est quelque chose de négatif. Donc là, par rapport à ces trois produits, donc vous avez la tarte tatin. Donc il faut savoir que la tarte tatin, à la base, c'est une tarte aux pommes qui est ratée. En fait, c'est les sœurs Tatin qui avaient un restaurant. Il y avait pas mal de chasseurs qui venaient manger dans leur restaurant. Et un jour, il y a et donc elles faisaient comme dessert des tartes aux pommes. Et l'une des sœurs Tatin, au moment de servir un jour, se rend compte qu'elle a oublié de mettre la pâte. Donc elle a pensé à mettre les pommes, le sucre, etc. Et puis, pas de pâte. Et de là jaillit une idée. Elle se dit, bon, c'est pas grave, je prends de la pâte, je la mets dessus, je fais cuire le temps qu'il faut, et puis au moment de la servir, éventuellement, je la retournerai. Enfin, je savais pas trop comment s'y prendre, mais en tout cas, elle s'est dit, je peux la rajouter après, c'est pas grave. Et elle a servi son dessert, et en fait, son dessert, il a eu énormément de succès, et c'est devenu un dessert signature. Donc, on voit, voilà, l'histoire est rigolote parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est quelque chose de raté qui, au final, a un accueil plutôt positif et qui en devient même connu et identifiable de loin par rapport à d'autres restaurants. L'autre produit, c'est le Viagra. Donc ça, en fait, c'est des chercheurs du laboratoire Pfizer qui, à la base, voulaient traiter l'angine de poitrine. Et ils se sont dit, donc ils faisaient des recherches par rapport à ça, et ils se sont concentrés, focalisés sur une substance qui était donc je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, le citrate de sildenafil. Et bref, en gros, c'est une substance chimique. Et ils ont donc construit ils ont proposé un médicament qu'ils ont fabriqué et se sont rendus compte qu'un des effets secondaires très importants, c'était donc des érections assez fortes. Et par rapport à ça, est venue l'idée de se dire, ce produit-là, on ne peut pas le commercialiser, les effets secondaires sont trop forts. Par contre, on peut réfléchir et peut-être qu'on a trouvé là un remède contre l'impuissance qui deviendra donc le Viagra quelques années plus tard. Donc là aussi, ils étaient partis dans une direction et en fonction des résultats obtenus, ils n'ont pas hésité à se dire comment je peux utiliser ces découvertes différemment et m'en servir pour autre chose. Et enfin, donc, le troisième petit picto que vous voyez, c'est le pacemaker. Donc ça, c'est un objet qui est pas forcément, c'est une histoire qui est peu connue. Donc c'était à l'université de Buffalo. En fait, c'est un ingénieur qui voulait créer un appareil pour mesurer le rythme cardiaque. Et il était donc en train de le construire et il avait à côté de lui une sorte de machine à outils avec donc tous ces composants électriques. Et par rapport à ça, il a pioché dedans, il n'a pas vraiment fait attention et il s'est trompé de résistance électrique. Et quand il a monté son appareil, il s'est rendu compte que ça ne permettait pas d'enregistrer le rythme cardiaque, mais au contraire que ça émettait des pulsions électriques. Et là, de cette observation, il s'est dit, tiens, est-ce que ça ne pourrait pas me servir pour créer un effet d'entraînement du cœur? Et a commencé à émerger cette idée de pacemaker qui, en fait, a vu le jour 5 ans plus tard et qui est aujourd'hui l'appareil qu'on connaît qui permet de sauver des milliers de vies.
Donc, vous voyez que par rapport à ces 3 produits considérés comme ratés au départ, on en arrive quand même à des succès qui ont pour chacun une utilité en fonction des besoins des uns et des autres. Et donc, par rapport à ces exemples, donc que ce soit ces 3 personnalités, enfin les 2 personnalités d'avant ou ces différents produits qui sont donc devenus phares, sachant qu'à la base, ce n'était pas forcément l'idée de départ, on voit bien que là, l'échec, ça correspond à une trouvaille. Et c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais par rapport aux définitions qu'on a vues au tout début, c'est cette idée d'échec comme butin. Donc voilà, c'est une vraie découverte qui se fait. Et cette idée aussi que il faut quand même être suffisamment disponible, ne pas rester braqué sur son idée de départ et se dire qu'est-ce que ça m'apprend et qu'est-ce que je peux en faire. Et ça, c'est le fameux concept de sérendipité. Donc, je ne sais pas si c'est un mot que vous connaissez ou pas. Enfin, ça se ressemble pas mal par rapport à l'anglais, qui traduit justement cette idée de trouver quelque chose que l'on ne cherchait pas. Mais pour trouver ce que l'on ne cherchait pas, ça nécessite quand même d'être suffisamment ouvert. Donc de ne pas être sur de la crispation par rapport à l'idée première, avoir une prise de recul suffisante et d'être vraiment dans l'accueil par rapport à ce qui se présente. Et qui peut du coup nous amener sur d'autres choses. Donc voilà déjà deux pistes de réflexion sur ce qu'est l'échec et sur ce qu'il peut nous apprendre. Donc soit s'affirmer, soit se réinventer. Alors là, vous allez peut-être me dire, oui, mais du coup, comment je sais? Parce que moi, je suis face à un échec. Soit c'est au contraire, il faut que je continue dans ma voie parce qu'il me permet d'affirmer une ambition, un désir. Ou à l'inverse, il faut peut-être que j'abandonne cette idée et que j'aille autre part et que j'arrête de vouloir me concentrer sur ce projet. Alors j'ai envie de vous dire, il y a quand même une troisième option qui permet de dépasser un peu ça, cette opposition qu'on pourrait penser thèse-antithèse. C'est l'échec en fait comme un moyen de se réaliser, où on a la possibilité de conjuguer les deux visions dont je vous ai parlé juste avant. Dans quel sens? Déjà, donc le premier sens, c'est de réaliser la situation dans laquelle on se trouve. Donc par un jeu de questions-réponses, on voit que le questionnement, c'est quand même très important. Et c'est même la clé parce que de ce questionnement viendront des réponses et de ces réponses, vous pourrez savoir par la suite ce que vous avez envie de faire. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que justement, l'échec, c'est aussi, au-delà d'analyser cette situation, c'est un passage à l'acte. Donc on l'a vu dans les deux options possibles, qui va être soit je garde un cap, je le maintiens parce que j'ai pu renforcer, consolider mon idée première, mon désir, mon ambition, ou au contraire changer. Mais dans les deux cas, que ce soit de maintenir ou de changer de cap, il faut vraiment que ce soit en alignement avec vos aspirations. Et c'est surtout ça qui est important, parce que si vous continuez dans une direction alors que ce n'est pas vraiment ce que vous avez envie de faire, vous allez vous épuiser et vous n'aurez pas les ressources et l'énergie suffisantes pour continuer. Et justement, par rapport à ça, j'aimerais attirer votre attention sur une phrase qu'on entend beaucoup: quand on veut, on peut, ou les yaka faucons. Il y a un certain nombre d'expressions de ce type où aujourd'hui, on a quand même tendance à confondre la persévérance et l'acharnement. Et là, donc, c'est vraiment une limite qu'il faut bien avoir en tête parce que les deux sont très différents. Donc, alors, par rapport à ce sujet, la persévérance, c'est quelque chose qui est énormément bien vu dans notre société. Et c'est vrai que la persévérance est une qualité. Après, ça peut devenir un défaut quand ça se transforme justement en acharnement. Donc par rapport à ça, il faut savoir que l'homme, en général, quelle que soit sa culture, quel que soit son niveau d'intelligence, et ça a été aussi scientifiquement prouvé, il a cette persévérance, c'est-à-dire que quand il va commencer à rencontrer des difficultés, il va quand même
continuer à s'impliquer, s'investir pour atteindre son objectif. Et le point qui pourrait paraître illogique comme ça, c'est qu'en fait, il va continuer à fournir ses efforts, d'autant plus quand l'objectif devient inaccessible. Donc on pourrait se dire, c'est quand même étonnant parce qu'à un moment, il faut peut-être s'arrêter. Mais en tout cas, biologiquement, on est construit comme ça. Alors, il y a plusieurs théories selon lesquelles c'est aussi ce qui nous a permis de survivre. Puisque par exemple, donc au temps de la préhistoire, le fait de trouver du feu, ça a été quelque chose qui a pris un certain temps. Et il y a eu pas mal de tentatives. Et peut-être que si l'homme n'avait pas été doté de cette persévérance, il ne l'aurait pas trouvé. Et d'une certaine manière, ça lui a permis aussi de contribuer à son évolution et à sa survie. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on a tendance à considérer certains objectifs comme de la survie, alors qu'au final, ça va être un objectif que l'on aimerait atteindre, mais s'il n'est pas atteint, c'est pas pour autant que notre survie en dépend. Et en fait, il y a cette confusion aujourd'hui qui fait que cette persévérance parfois se transforme en acharnement. Et on se dit, il faut absolument, donc il y en a plein des objectifs, vous en avez certainement, moi aussi, et c'est quelque chose si on n'y prend pas garde, qu'on fait quand même assez systématiquement, de se dire, quand même, j'ai envie d'aller au bout des choses, mais à un moment, c'est qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que je gagne. Et on a tendance des fois à oublier de se poser cette question et à foncer tête baissée. Et il y a peut-être un moment où il faut s'arrêter, se poser justement ces questions de combien ça me coûte et qu'est-ce que ça m'apporte, et en fonction de ces réponses, de se dire j'y vais ou j'y vais pas. Et donc, par rapport à ça, il peut y avoir plein d'exemples. Ça peut être, je reprends l'exemple de la voiture. Vous avez eu une première panne, vous êtes allé réparer votre voiture une première fois, ça vous arrive une deuxième fois, vous y retournez une deuxième fois, puis une troisième fois, vous vous dites, non, j'ai quand même dépensé suffisamment de temps, je suis allée chez mon garagiste, d'énergie, d'argent, parce que voilà, je l'ai réparé déjà 2 fois, j'y retourne encore une troisième fois, et vous n'envisagez peut-être pas de changer de voiture, mais peut-être qu'au final, ce serait la meilleure option parce que vous en êtes à votre troisième fois, mais vous ne savez pas que derrière, ça va peut-être se passer encore 5 ou 6 fois. Et ça va vous coûter peut-être plus cher que ce que ça vous rapporte. Ou autre exemple qui est anecdotique, moi ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça va être de payer une place de cinéma par exemple, d'aller voir un film, en fait au bout des 15 premières minutes, de se dire mais ce film, je n'adhère pas du tout, ça ne m'intéresse pas, ou je pense à autre chose, voir autre chose. Et moi, en tout cas, je me suis déjà dit, non, je vais rester quand même. Alors peut-être, il y a cette idée de j'ai payé ma place et je reste, mais là aussi, la question, c'est peut-être de se dire, si on analyse un peu la situation, ok, tu as payé une place de cinéma, mais peut-être que là, la meilleure option, c'est de partir et de ne pas encore perdre 1h30 assis dans un fauteuil en regardant un film qui ne t'intéresse pas. Donc voilà, on a ces biais des fois de confondre ce qu'on a déjà investi dans un projet et de se dire j'ai déjà tellement investi, il faut absolument que je continue. Mais peut-être que justement l'idée c'est de se dire il faut que je réfléchisse, peut-être que la meilleure option à un moment c'est d'arrêter, ou en tout cas de me poser d'autres questions, parce que la seule option c'est pas forcément de continuer, il peut y en avoir d'autres. Et c'est un peu ce qu'on a vu avant. Cette idée de troisième voie. C'est pas que je perds, je gagne, et qu'est-ce que je peux faire, je peux aller autre part peut-être. Donc voilà pour ce sujet. Et du coup, d'un point de vue plus personnel sur comment aborder et surmonter un échec, donc là, je vais peut-être en décevoir certains parce qu'il n'y a quand même pas de méthode miracle. Par contre, je vais vous donner des trucs et astuces, ou disons des ingrédients. Et comme je vous le disais dans les objectifs, le point principal, c'était à votre manière. Donc là, c'est pareil, c'est à vous par rapport à ces ingrédients, d'en sélectionner certains et puis de faire votre recette à vous, à votre sauce, et de voir ce qui marche aussi pour vous et ce qui marche peut-être moins. Quitte aussi à l'étayer. Donc, ça aurait été intéressant de savoir si vous, en cas d'échec,
vous avez déjà tenté des choses, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour vous? C'est une liste qui pourrait se compléter aussi avec les expériences de chacun et qui en serait d'autant plus riche. Donc alors, comment aborder et surmonter un échec? Donc par rapport à ça, le premier, peut-être premier ingrédient, premier truc, c'est cette fameuse question de qu'est-ce que je ressens? Donc ça, c'est un sujet très important qui peut s'apparenter à une approche un peu méditative, dans le sens où c'est par rapport à un sentiment d'échec que vous avez ou une situation qui vous apparaît être un échec, de vous dire à un moment je me pose, je me mets dans un lieu que j'aime bien et en repensant à cette situation, je vois quels sont les sentiments que j'ai. On l'a vu au début, c'est souvent lié à des émotions. Donc voilà, quelles sont les émotions qui vous traversent? Ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, ça peut être de la surprise, enfin, on les a vus tout à l'heure. Donc il y en a un certain nombre et puis après il y a des déclinaisons. Mais c'est intéressant déjà d'en prendre conscience et d'oser aussi être curieux et enfin voilà, il n'y a pas de jugement en fait, c'est les émotions qui vous traversent à cet instant T et c'est intéressant de les observer. Et justement, enfin là je vous ai mis une petite citation qui concerne les regrets. L'idée c'est que quand ils sont reconnus, vous pouvez les mettre de côté, mais tant qu'ils ne sont pas reconnus, vous ne pouvez pas les mettre de côté. Et donc là c'est pareil par rapport aux émotions, c'est que si vous vous autorisez pas à ressentir ce que vous ressentez, en fait vous mettez un couvercle sur une cocotte minute et un jour ou l'autre ce couvercle va exploser et ces émotions vont peut-être, enfin c'est sûr qu'elles ressortiront et peut-être de manière encore plus amplifiée. Donc c'est intéressant de se prendre ce temps pour vous et de voir ce que vous ressentez et d'oser le faire sans jugement vis-à-vis de vous-même. Et après, l'autre point aussi, au-delà des émotions, c'est de voir quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit. On l'a vu là encore par rapport au premier exercice, il y avait beaucoup d'autocritique, de jugements qui viennent, qui sont avec une connotation assez négative. Et c'est intéressant de voir ces idées. Donc ça peut être de vous considérer comme, enfin on l'a vu, le mot loser par exemple, c'est un mot très fort, mais c'est peut-être une idée qui vous viendra quand vous vous poserez une image que vous pourrez avoir de vous par rapport à cette situation. Et là aussi, c'est intéressant de l'avoir à l'esprit parce que c'est à partir du moment où vous prenez conscience de ces éléments que vous pouvez agir après dessus et apprendre à être plus bienveillant avec vous-même. Mais tant que vous ne le savez pas ou que vous n'en êtes pas conscience, ce sera difficile d'être compétent pour changer les choses. Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment important. Le deuxième, qui rejoint un petit peu ce que je vous disais, c'est que l'échec d'un projet, c'est pas du tout celui de votre personne. Et si j'aimerais à la limite que vous reteniez une chose de ce webinaire, ce serait ça. C'est surtout de bannir cette confusion qu'il y a beaucoup. On a tendance à considérer que quand on rate quelque chose, on est un raté. Mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui est raté, c'est le projet que vous avez eu à un moment qui, en fait, a raté parce que votre projet, c'est la rencontre aussi avec un environnement et il s'avère que cette rencontre, elle n'a pas fonctionné. Après, c'est de se poser les bonnes questions pour savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas vous, votre personne, qui est à dévaloriser parce qu'en fait, dans ces cas, l'échec devient un cercle vicieux et ça amène des sentiments qui sont très négatifs, comme de la honte, de l'humiliation. Enfin, vous vous dévalorisez vous-même et c'est compliqué après d'en sortir justement pour transformer cet échec de manière positive. Donc, ça nécessite de prendre ce recul-là et de se dire que le sentiment d'échec que vous pouvez avoir ou l'échec d'un projet lambda que vous avez, c'est pas celui de votre personne. Donc c'est un point vraiment important, donc j'insiste dessus. Du coup, alors après par rapport à ça, troisième ingrédient ou troisième outil, c'est d'entreprendre une analyse de la situation. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que c'est intéressant
déjà d'en prendre conscience, c'est la première étape, mais après, c'est de se poser des questions et de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et aussi, très important, de bien distinguer ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Parce que là encore, des fois, on a tendance à se dire, bon, voilà, il faut que je fasse ça, 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 ça. Donc, c'est un plan d'action, c'est important et c'est intéressant. Mais si vous dépensez votre énergie sur des choses qui ne sont pas de votre ressort ou que vous n'aurez pas prises, là encore, vous allez vous fatiguer pour rien, puisque il n'y aura pas de résultat à terme sur ce sujet si ça ne dépend pas de vous. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. De bien dissocier. Donc, je ne sais pas, par exemple, vous avez un sentiment d'échec, ça peut être une relation avec un collègue au travail, ça pourrait être ça. Donc, c'est intéressant de se poser cette question, pourquoi ça n'a pas marché, donc d'analyser un peu le contexte, et là, de bien dissocier ce qui dépend de vous et ce qui dépend de l'autre. Et typiquement, vous pouvez, vous, agir à votre niveau, peut-être dans vos interactions avec cette personne pour que ça se passe mieux. Mais après un moment, si vous avez fait le nécessaire, j'ai envie de dire, ou vous avez essayé de modifier votre propre attitude, vous ne pourrez pas changer l'autre. Donc la meilleure chose qui pourrait se produire, c'est que le fait que vous changez vous-même ait un impact sur votre relation avec l'autre. Mais l'idée de changer l'autre, ça, par contre, c'est une très mauvaise idée, puisque c'est faux, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, en effet, vous pouvez vous modifier ce qui est en votre pouvoir et votre façon, de vous adresser à cette personne, ou peut-être, je ne sais pas, de répartir le travail. Enfin, il y a un certain nombre de leviers, puis ça dépendra de la situation. Et ça pourra conduire à améliorer les choses, ou en tout cas à changer la façon dont vous êtes perçu, par exemple, par cette personne. Mais la personne en tant que telle changera que si elle a envie de changer. Donc après, c'est à vous de lui donner cette envie, mais là encore, ce sera à votre niveau. Alors après, un autre ingrédient ou une autre option, un autre conseil par rapport à l'échec, la façon de l'aborder, le surmonter, c'est la question de l'attitude. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Et ça va, là encore, je vais redire des choses que je vous ai déjà dites, mais je pense que c'est aussi parce que c'est important que je le répète. C'est une observation en fait qui va un sens, de l'observation qu'il va falloir avoir. C'est cette capacité à se poser des questions, à prendre aussi du recul et à essayer de tirer profit des circonstances. Et c'est vraiment ça qui fera toute la différence entre une personne qui s'arrête à un échec et se dit voilà, je me suis retrouvée face à cet obstacle, ou un peu pour reprendre cette image de la vague, je me suis retrouvée au fond de l'eau. Justement, c'est cette attitude qui fera que vous pourrez vous relever et avancer et vers autre chose et en sortir grandi. Donc c'est l'attitude qui va changer c'est votre manière de voir les choses qui va aussi agir sur la façon dont l'échec se transforme. Et vous connaissez tous l'expression qu'on utilise, l'erreur est humaine. Mais en fait, justement, la suite qu'on dit jamais ou rarement, parce que la phrase entière, c'est l'erreur est humaine, la reproduire est diabolique. Et c'est justement dans cette deuxième partie de phrase que c'est intéressant, parce que l'idée, c'est que voilà, on est tous humains, et donc des erreurs, on en fera tous, et c'est normal, et c'est même mieux, puisque ça veut dire qu'on progresse. Et on progresse pourquoi? Parce qu'on apprend de nos erreurs, d'où cette notion de la reproduire est diabolique. Parce que si on la reproduit, ça veut dire que justement on n'a pas eu cette capacité à s'interroger et à se poser des questions, à essayer de trouver des réponses et à grandir en fait, à aller de l'avant. Et justement, donc cette question d'attitude, c'est tout à fait ça. C'est de se dire, ok, faut être, on est humain et donc du coup on n'est pas parfait. Et aussi échouer, c'est aussi apprendre. Et je pense que quelqu'un qui n'échoue pas, c'est aussi quelqu'un qui n'apprend pas. Donc par rapport à cette question d'attitude, c'est exactement ça. C'est de se dire, ok, très bien, à un moment j'ai connu une difficulté et maintenant qu'est-ce que j'en tire comme enseignement, qu'est-ce que j'apprends et qu'est-ce que ça va apporter à moi, aux autres
et à ma façon d'avancer par rapport à mon chemin de vie professionnel, etc. Donc, c'est ce point-là qui est vraiment important à avoir à l'esprit. Et donc, autre question, c'est ce fameux qu'est-ce qui commence d'intéressant plutôt que qu'est-ce qui commence tout court. Là, la notion d'intéressant, c'est de se dire, mais en fait, il y a du positif dans un échec. Ça, alors, on le voit peut-être pas tout de suite, mais au fur et à mesure, voilà, ça nous ouvre des pistes, des voies, des explorations qu'on n'aurait peut-être pas forcément fait. Le fameux concept de sérendipité dont on a parlé tout à l'heure. On trouve des fois des choses qu'on ne cherchait pas, mais au final, c'est ce dont on avait besoin, mais on ne savait pas que c'est ce dont on avait besoin. Donc, cette fameuse question de qu'est-ce qui commence d'intéressant. Et là, je vous ai mis une citation qui, je trouve, assez rigolote. C'est l'idée de... Donc, c'est Miles Davis, donc côté musique, qui dit que quand on joue une note, seule la suivante permet de savoir si elle était juste ou fausse. Et donc là, c'est exactement le même principe d'un échec. C'est en soi l'échec, mauvais, bon, enfin, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fera qui fera que voilà, on a bien échoué dans le sens où on a réussi à grandir et à aller de l'avant et à se trouver peut-être des ressources qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à maintenant ou une direction que peut-être inconsciemment on n'avait pas, enfin, on ne s'était jamais autorisé à y penser ou à y croire et de se diriger dans cette voie en étant en alignement avec ses vraies aspirations. Donc, par rapport à cette citation, il y en a une autre aussi, c'est une petite histoire qui est utilisée par Sartre, donc là plutôt côté livre, qui dit que, par exemple, un rocher, donc il compare aussi le rocher à un échec, en disant, bah voilà, vous êtes en train de marcher, il y a ce fameux rocher, donc vous pouvez vous dire, ah bah voilà, obstacle, je peux plus continuer, donc ça peut être une option. Mais justement, peut-être une autre option et qui est plus constructive, ça pourrait être de se dire, bon ben ok, très bien, j'ai ce rocher en plein milieu de mon chemin, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que justement, j'en profite pas pour me hisser au-dessus, et ça me permettra d'avoir une vue, peut-être que j'aurais pas pu avoir si j'étais restée au niveau du sol. Donc on voit voilà, cette question d'attitude, ce questionnement, et puis cette idée de se dire, qu'est-ce que ça va m'apprendre? Quel est en fait l'émerveillement ou la trouvaille qu'il y a derrière. Et ça se rapproche là aussi du parcours de Thomas Edison qui voit dans l'échec une source d'émerveillement. Donc ça peut être un point aussi intéressant pour vous d'essayer même si c'est pas toujours facile, mais de changer un peu votre façon de voir les choses sur le moment. Et enfin, donc le dernier point, c'est d'oser. Donc on ne naît pas audacieux, hein, on le devient. Et du coup, ben voilà, il y a de l'audace. On a tous notre zone de confort. C'est difficile d'en sortir, mais ça vaut le coup, quoi. À un moment, de se dire, ok, je maîtrise bien ma zone de confort. Ben, c'est peut-être le moment d'en sortir, de faire le pas de plus, et ça va m'ouvrir vers autre chose. Que j'avais peut-être pas envisagé, mais qui vous fera peut-être plus grandir et là encore, progresser, vous améliorer, parce que c'est peut-être ça en fait le chemin d'une vie, c'est de s'améliorer en continu. Donc voilà, essayez quoi. Au moins essayer plutôt que de se dire bon ben je suis dans cette situation et je subis et je ne fais rien. Donc l'idée c'est de tenter quand même quelque chose. Voilà. Donc voilà en gros pour les différents ingrédients. Donc peut-être que vous en avez d'autres à votre niveau, donc je ne sais pas, vous pourrez éventuellement peut-être envoyer un petit message si vous avez envie à Neige, qui peuvent être encore d'autres pistes sur la façon d'aborder, de surmonter un échec et justement de vous dépasser. Donc, notre webinaire se termine très bientôt. Et en fait, je voulais échanger avec vous sur deux dernières choses. Parce que aujourd'hui, là, je vous ai à peu près tout dit, tout ce que je savais sur le sujet, en espérant que ça vous a été utile et que vous avez trouvé ça intéressant. En fait, je voudrais terminer sur une citation et qui a aussi permis, qui m'a,
inspiré pour le titre de ce webinaire. Donc, c'est une citation de Samuel Beckett qui dit déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaie encore, échoue mieux. Donc peut-être qu'il vous a interpellé ce fameux titre de webinaire sur le échouer mieux. Donc l'idée, c'est pas de vous dire j'ai envie que tu aies beaucoup d'échecs, vas-y. C'est plutôt que voilà, des échecs, on en a tous, on en aura tous, personne n'est immunisé, mais c'est plutôt la notion de échouer mieux dans le sens où ça va vous, par rapport à ce sur quoi on a échangé, sur l'attitude, le questionnement, la façon aussi de le voir et de le percevoir, ça joue beaucoup. On peut en tirer profit, parti, on peut aller de l'avant, grandir, et en fait, c'est ça, cette fameuse notion d'échouer mieux. Et du coup, peut-être pour finir, parce que je vous avais raconté le début d'histoire du maître tibétain qui comparait l'échec à une vague, je vais vous donner la fin de l'histoire quand même, qui est intéressante, je trouve, qui dit, donc il nous dit qu'avec le temps, il vous semblera que les vagues se font de plus en plus petites et elles ne vous feront plus tomber à la renverse. Et en fait, je trouve que c'est une belle conclusion, parce que en gros, ce qu'il nous dit, c'est que les vagues ne vont pas disparaître. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport à l'échec. Il est là, il sera toujours là, et c'est normal parce que, au contraire, ça veut dire que justement, on est dans le mouvement. Si on connaît l'échec, c'est qu'on a tenté des choses, on n'est pas resté passif. Donc, c'est normal et positif, j'ai envie de dire. Et justement, le deuxième point qui souligne en disant « elles ne vous feront plus tomber à la renverse », c'est aussi intéressant puisque c'est l'idée que, voilà, par rapport à ces fameuses vagues, on va en connaître d'autres. Ça se trouve, elles auront, ce sera la même, dans le sens même taille de vague, mais elle nous paraîtra peut-être plus petite parce que justement, on saura comment surfer sur la vague et du coup, elle sera moins violente pour nous, ou peut-être même qu'on en rencontrera d'autres qui seront beaucoup plus importantes, mais on ne s'en rendra pas compte puisqu'il y aura cette attitude et ce travail sur nous-mêmes qui agit et qui fait qu'on est plus à même de se retrouver face à ce type de situation. Donc, je trouvais que c'était une belle conclusion pour cet atelier. Et juste après, je vous ai mis la biblio. Donc, c'est les différents ouvrages qui m'ont permis de réaliser cette présentation. Donc, je vous en parle rapidement. Après, c'est vous qui voyez si vous avez envie d'approfondir le sujet, puis ou de vous focaliser sur certains points. Le premier, c'est un dossier donc en lien avec les émotions. Donc, ça, c'était plus par rapport à la première partie. Donc, si éventuellement ça vous intéresse, dossier La science des émotions. Il y a le livre de Chodron Pema, donc qui est en fait c'est une nonne tibétaine. Donc elle son livre et c'est vraiment une approche très méditative. Donc pourquoi pas, c'était intéressant. Il y avait un article de Joël Forest sur la sérendipité, donc d'où le titre qui résume très bien ce qu'on s'est dit, ça ne rime pas avec passivité. Un ouvrage aussi assez récent de Charles Pépin, Les vertus de l'échec, donc très intéressant, plutôt orienté philo, qui explique les différents courants et significations. Et enfin, 2 livres donc de Paul Václavic, qui sont des livres assez humoristiques, puisqu'il prend un peu le contre-pied des livres bien-être, où on a tendance à nous expliquer ce qu'il faut qu'on fasse pour connaître le bonheur et vivre heureux. Et lui, donc, dans ces 2 ouvrages, c'est plutôt l'inverse. C'est une sorte de recette à comment faire pour que votre vie fonctionne au plus mal. Et donc, c'est assez rigolo, parce que c'est aussi une manière de montrer les limites, des fois, de certaines situations. Voilà, c'est une approche différente. Donc, voilà pour les différents ouvrages. Et puis, bonne lecture pour ceux qui ont envie d'approfondir le sujet. Et puis, j'espère donc que ce webinaire vous a plu. Voilà, merci. Et puis, bonne journée à tous. Merci beaucoup, Linda. On vous souhaite une excellente après-midi. Merci de votre attention et à bientôt.